Ok, salut à tous, salut YouTube. Aujourd'hui, donc nouvelle vidéo. On va essayer de s'atteler à un sujet un peu plus pointilleux que les dernières fois. Je vais essayer de vous présenter en fait un principe en méthodologie qui m'intéresse et qui décrit en quoi la méthodologie scientifique dans certaines applications peut être problématique et de manière générale la manière que l'on a de prouver les choses et surtout de prendre des décisions sur telle ou telle preuve. Donc je vais vous parler donc du Sprague Effect, qu'on pourrait aussi en fait résumer comme étant un des effets des modèles simplifiés. Donc j'ai fait une vidéo sur les modèles simplifiés qui résume un peu les tenants et les aboutissants de ce problème-là. Donc si vous voulez, Sprague Effect, ça a été un phénomène qui a été découvert par un neuroscientifique qui s'appelle Sprague dans les années 20e siècle, je crois. Il étudie en fait la réponse comportementale d'un chat à certaines lésions. Donc il me semble que c'est une lésion visuelle qui a été faite dans un premier temps. Donc, si vous voulez, on met un chat au centre d'une pièce, hop, on trace un arc de cercle autour de lui, et on va mettre à tous les certains degrés en fait des stimulus qui peuvent être déclenchés, quoi. Ok. Et donc on va tester de manière équivalente, 20 fois par exemple chacun, on peut faire aléatoire, plein de méthodologies possibles. Hop, chaque degré. Donc de manière aléatoire par exemple, on va dire, hop, on fait une stimulation ici, et on regarde la réponse du chat. Par exemple, on peut entraîner le chat à aller vers la réponse, vers le stimulus. C'est un exemple, de toute façon on s'en fiche que ce soit ou pas ce qui se soit passé c'est illustratif. Puis on mesure le taux de réussite. Donc si on envoie un stimulus ici et que le chat il va là-bas ou qu'il bouge pas, c'est un échec. Hop, réussite, échec, échec, réussite. On fait la moyenne de tout cela qui nous donne donc un pourcentage, voilà, un pourcentage de réussite. Donc par exemple 0,40. Et eux, comment ils ont fait? Ils l'ont retracé, si vous voulez, en longueur, proportionnelle au taux de réussite. Donc là, par exemple, on aurait 40%, 80, 80, hop, 90, hop, hop, voilà, peu importe. Et donc, on voit que le chat, sans lésion, avant la lésion, il a une répartition égalitaire de tous les axes. Très bien. Donc là, c'est pour la méthodologie qu'ils ont utilisée pour tester la réponse cognitive, la réponse comportementale, pardon. Ensuite, on prend son cerveau, hop, donc peu importe, voilà, et on va lésionner une partie de l'aire visuel. Donc l'aire visuel, ça va être derrière plutôt. Hop, lobe occipital, et on va sélectionner, par biopsie, il me semble que c'était, la partie gauche par exemple, puis on observe les résultats. D'accord. Hop, donc toute la partie gauche, succès impeccable, très très similaire, en fait pas de différence significative avec le test qui avait été fait pour sans lésion. Du même côté, par contre, côté droit, impossible de. Il n'y a, pas de réponse. D'accord. Donc on voit, enfin là ce qu'on détermine, c'est que une lésion du cortex visuel gauche entraîne une perte du trouble, enfin du comportement de la réponse au stimulus controlatéral, c'est-à-dire du côté droit, dans ce cas-là. Donc ça, c'est ce qu'on en conclut. Mais a-t-on le droit de conclure cela? Oui, on peut conclure qu'une lésion seule du cortex visuel côté gauche traduit une perte du cortex, enfin du comportement côté droit. Le problème, c'est qu'après, on va faire des inductions vis-à-vis de cela. Parce que à chaque fois qu'on démontre quelque chose, on démontre quelque chose d'extrêmement spécifique. C'est-à-dire, on démontre chez le chat une lésion cérébrale du côté gauche, on parle même pas du côté droit, qui ramène au côté droit. Donc, on pourrait dire, par exemple, est-ce qu'on peut l'induire au côté droit? Est-ce que si on fait une lésion du côté droit, on va avoir la même chose?
voyez un peu là où je veux en venir? C'est-à-dire que on est obligé de faire des inductions pour les utiliser de manière pratique. Sinon, on ne fera jamais d'utilisation pratique. C'est comme quand on étudie le comportement d'un chimpanzé. En fait, on présuppose que le chimpanzé se ressemble suffisamment à l'humain pour que l'étude du chimpanzé soit transférable à l'humain. Au moins corrélant, si vous voulez. Mais c'est pas forcément vrai. Il y a des comportements qui sont différents chez le chimpanzé que chez l'humain, et ça, ces comportements différenciés surtout, ils sont spécifiques aux différentes tâches, enfin aux différents comportements. Par exemple, peut-être que le chimpanzé se comporte de la même manière vis-à-vis de l'utilisation des bâtons, ou des... c'est un exemple très précis parce que j'avais lu un article dessus, mais donc vis-à-vis des bâtons quand il est petit, comme étant des poupées, on va dire des poupées plutôt. Voilà. Par contre, peut-être qu'il est très différent de l'humain vis-à-vis de sa stratégie de reproduction. D'accord? Ce qui veut dire que ce n'est pas parce qu'on a prouvé que sur un champ ou plusieurs champs, le chimpanzé était ressemblant à l'humain, qu'on peut l'induire pour d'autres champs. D'accord? Cependant, on ne peut pas tout prouver, donc il va falloir faire des choix logiques et stratégiques de l'induction. D'accord? Donc, on peut étudier de manière générale comment fonctionne l'aspect reproductif, l'aspect occupationnel, pour voir quels sont les transferts probables qu'il y a entre ces deux parties, puis de le tester dans la réalité. Si on observe donc une confirmation de notre hypothèse, on pourrait dire que pour le chimpanzé c'est le cas. Voilà. Et après on pourrait potentiellement l'induire au reste d'autres animaux, puisque les comportements, eux, ne changent pas forcément. En fait, si vous voulez, on a prouvé avant, vis-à-vis d'une étude sur le comportement et rien à voir avec les chimpanzés, qui se révèle être vrai pour les chimpanzés, comme par hasard, donc on pourrait peut-être l'induire. Il est statistiquement plus probable qu'on puisse l'induire. Bref. Donc là, on a un problème, c'est qu'on induit des choses sans savoir exactement si elles sont vraies ou pas. Voilà. En l'occurrence, pour le chat, il a été observé plus tard que en faisant... Donc là, je vais vous parler du cortex auditif parce que je ne connais pas bien le cortex visuel. Donc, même opération, on fait des petits stimulus auditifs tous les degrés et on regarde le taux de réussite du chat. Donc on fait une opération côté gauche, hop, il n'y a plus de réponse côté droit, contralatéral. Il y a aussi une décussation au niveau auditif. Puis, on va rajouter une lésion d'une partie du système central droite qui va faire en sorte qu'on récupère un taux de réussite correct. Donc, si vous voulez, là, on sait que le cortex auditif n'est pas le seul acteur de ce comportement-là. Or, c'est ce qu'on avait induit et on a basé beaucoup de choses là-dessus. Mais ça peut changer beaucoup de choses. Par exemple, je vais vous prendre un domaine que je connais bien, à savoir les acouphènes. On pourrait dire, voilà, il y a une théorie qui dit, voilà, c'est gravé au niveau du cortex auditif. Les acouphènes, ils sont gravés là, parce que c'est le système qui régule nos comportements auditifs. Sauf que, peut-être que, de la même manière que pour le Sprague Effect, il y a un autre système qui a été complètement ignoré pour des raisons d'induction de modèles simplifiés, qui expliquerait d'autres raisons des acouphènes. Et ça, c'est vrai pour tout. C'est tout simplement parce que l'entendement est limité, et donc nous créons des modèles, des schémas, qui ne sont pas exactement représentatifs de la réalité. D'accord ? On crée des schémas qui sont simplifiés pour pouvoir traiter les informations comme des blocs. D'accord ? Pour pas en fait avoir à travailler tout ce qui se contient dans ce bloc-là. Si vous avez vu la vidéo sur le vocabulaire, vous comprendrez que toutes les opérations qu'il y a à l'intérieur d'un bloc, on peut les intuitionner à partir du moment où on a mis un mot dessus, et qu'on a fait une fonction pour le faire, etc. C'est pour ça que si vous regardez du code qui soit clean, en fait on va faire appel à des fonctions
on va faire appel à des fonctions qui prennent des arguments, etc. Et on va pas retaper la fonction à chaque fois. Déjà, pour un principe de lisibilité, c'est beaucoup plus simple, parce qu'on peut mettre une logique sur une fonction. On peut dire, voilà, la fonction ça, elle affiche hello world, par exemple. D'accord? Et ça, c'est primordial, parce que afficher hello world dans certains langages, ce sera beaucoup plus compliqué qu'une fonction print. Voilà, donc on construit comme ça nos schémas de pensée. Et de la même manière, une fois que ce modèle est validé, eh bien, on va l'accepter comme un gros bloc et tirer des conclusions sans le remettre en cause par la suite. Ça, c'est quelque chose qui est dangereux pour la raison du Sprague Effect. Ce débat-là, il est venu... je voulais traiter ce sujet rapidement parce que moi, j'ai une notion d'accoutumance extrême qui dépend de la variance, en fait. La variance... C'est-à-dire que quelqu'un qui recevrait un stimulus parfaitement égal en tout temps, c'est-à-dire dont la fonction serait y égale 4, par exemple, et qui n'a aucune variation, alors il y aurait un phénomène d'accoutumance parfait. Cependant, d'un point de vue biologique, cela semble relativement non explicable au regard de la science actuelle, puisque le facteur que l'on pourrait prendre en compte, c'est la désactivation des récepteurs spécifiques. Par exemple, si ça, c'est de la drogue, une prise de drogue, c'est-à-dire une quantité de molécules actives, de la substance active de la drogue, continue, mais vraiment parfaitement continue, on pourrait dire que ça ne suffit pas à désactiver tous les récepteurs. Donc, qu'il devrait y avoir des récepteurs qui restent actifs, et donc que la réponse devrait être, par exemple, un minimum positif. Un minimum positif. Mais est-ce que c'est vrai? Au regard de la science actuelle, ça l'est. C'est la raison la plus probable. Enfin, c'est ce qui probablement va se passer. Moi, je pense que si on fait le test, c'est pas ce qui va se passer. Et on peut me répondre, bah non, mais t'as pas d'argument parce que la science a montré que ceci. Et c'est pour ça qu'il est important de bien comprendre le Sprague Effect, afin de comprendre que tout cela, c'est qu'un modèle simplifié. Que derrière, il se cache probablement des niveaux de complexité supérieurs, et qu'il faut les prendre en compte, enfin, il faut prendre en compte le risque de ce modèle supérieur, notamment en neurosciences, qui est une science extrêmement mal comprise, donc dont l'élimination des facteurs est compliquée, eh bien, nous allons avoir des résultats peu prévisibles. Voilà, c'était la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas à réagir en commentaire, comme d'habitude, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.